Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette vidéo avis, analyse et théorie concernant ce nouvel épisode de la saison 3 de The Mandalorian. Mais avant de commencer, juste un petit récap concernant vos opinions à propos de l'épisode précédent, suite au sondage que j'ai réalisé qui a comptabilisé pas moins de 17 000 votes. Et dans l'ensemble, ce que l'on constate, c'est que cet épisode reçoit des avis extrêmement bons, puisqu'il recueille pas moins de 85% d'avis positifs, et seulement 11% d'avis mitigés et 4% d'avis négatifs. C'est donc au niveau de mes sondages, votre deuxième épisode préféré plus ou moins au même niveau que le deuxième de cette troisième saison. Et en soi, rien de vraiment étonnant. Mais maintenant, il va être l'heure de passer à ce sixième épisode, et la chose risque d'être malheureusement beaucoup plus complexe. Et oui, cet épisode est réalisé par la talentueuse Bryce Dallas Howard, qui nous avait toujours habitués à de petites pépites, notamment visuelles. Et ce n'est donc pas anodin si c'est à elle qu'avait été confié le début de la grande digression dans la série Le Livre de Boba Fett, ce qui nous avait permis de découvrir un épisode du Mandalorian de toute beauté, et probablement l'un des meilleurs épisodes de série Star Wars, toutes séries confondues. Mais alors pourquoi je vous dis ça ? Eh bien tout simplement pour vous expliquer que j'avais forcément un certain nombre d'attentes vis-à-vis de ce nouvel épisode. Et pour résumer, je ne peux pas dire que cet épisode est mauvais, il y a plein de choses positives à en retenir. Le véritable problème en ce qui concerne ce chapitre selon moi, c'est qu'il s'inscrit au milieu d'une série de seulement 8 épisodes. Et s'il avait fait partie au contraire d'une série de plus de 20 épisodes, eh bien j'aurais parfaitement compris cet égarement. Très sincèrement, ça rejoint ce que je disais les semaines passées où je disais que la série ressemblait un peu trop dans son écriture à un dessin animé. Eh bien là, c'est pareil. Le tout est toujours trop lisse, on a un simulacre d'enquête, mais c'est franchement expédié, et au final, le but en fait c'est de nous occuper pendant suffisamment longtemps afin que l'épisode ait une durée respectable. Et une fois les 30 minutes dépassées, on peut revenir à ce pourquoi on était venu à l'origine, c'est-à-dire rencontrer les Mandaloriens. Parce qu'on va pas me faire croire que c'est Bo-Katan qu'on va empêcher d'aller voir ses anciens collègues. Non, là, les deux personnages ils sont retenus de manière ultra forcée pour nous occuper, nous les spectateurs. Et c'est ça qui est dommage. Car en soi, j'ai rien contre le fait que la série puisse tenter des choses de temps en temps, ou bien qu'elle essaye parfois de se plonger dans d'autres styles, comme c'était le cas aujourd'hui avec cette intrigue policière. Mais dans ce cas, allez au bout de vos idées et faites des saisons plus longues pour pouvoir étendre votre concept sur 2 ou 3 épisodes à chaque fois et prenez votre temps. Parce que là, au final, tout le monde est déçu du résultat, car on est vraiment dans un entre-deux qui fait que personne ne peut être satisfait du résultat. Ceux qui sont fans des séries style Star Trek avec beaucoup d'épisodes ne peuvent pas être satisfaits de ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que le tout est super rushé, et à l'inverse, les autres ont l'impression d'avoir perdu leur temps parce qu'il y avait que 10 grosses minutes de vraiment utiles pour la suite. Et dans ce cas-là, comme je le disais plus tôt, il faut assumer ses choix. Soit tu n'as pas suffisamment de matière pour faire une grosse série, donc tu en fais un film, soit tu as beaucoup d'idées, mais qui demandent d'être traitées de façon respectueuse, et dans ce cas-là, tu fais autant d'épisodes que nécessaire, un peu comme Andor par exemple. Mais là, il y a clairement un problème dans le format qui est adopté par The Mandalorian. Et c'est vraiment un paradoxe, car on a l'impression que tout va très vite, Din Djarin est déjà allé sur Mandalore, on a rencontré tout un tas de Mandaloriens qui commencent à se réunir, etc., etc., et dans le même temps, on peut réussir à s'ennuyer pendant une bonne moitié des épisodes. Je ne sais pas encore ce que vous direz de tout ça dans les commentaires, mais j'ai très hâte d'avoir vos avis là-dessus, car je suis vraiment troublé par ce qu'essaye de faire Jon Favreau à travers cette production. Mais bref, passons maintenant à la partie spoilers, donc attention à vous si vous n'avez pas encore vu l'épisode. Eh bien, je pourrais résumer la chose de mon côté en disant que Favreau a fait ses devoirs avec cet épisode, c'est-à-dire qu'il a vu The Clone Wars, il a revu l'attaque des clones, et il s'est mis en tête de faire des échos à tout ça aujourd'hui. On a le droit à une amourette entre une Quarren et ce qui semble être un très jeune Mon Calamari, ce qui est donc aussi assez dérangeant de mon point de vue, mais c'est un autre problème, et l'objectif donc de cet épisode, c'est pour Bo-Katan de retourner auprès de ses anciens comparses mandaloriens, et notamment Dax Woves, qui a pris sa suite après sa récente déchéance. Sauf que, comme dit plus tôt, elle n'aura pas le droit d'aller le voir en personne tant que l'épisode ne nous a pas encore retenu un certain temps. Et oui, on doit continuer de payer notre abonnement, que voulez-vous ? Alors en attendant, on nous présente Jack Black, un caméo auquel je ne m'attendais vraiment pas, et autant le dire tout de suite, je ne suis pas juste aigri, j'aime au final plutôt pas mal tout ce qu'on nous a présenté aujourd'hui. Mais encore une fois, la série étant déjà très limitée en termes de nombre d'épisodes, et en plus c'est des épisodes qui sont assez courts pour la plupart, je trouve qu'il est très malvenu de, entre guillemets, nous faire perdre autant de temps, alors qu'on aurait tant de choses plus intéressantes à explorer. Mais bref. On nous introduit donc à cette planète avec ce couple royal élu démocratiquement, bien que le souverain ait été un ancien officier impérial. C'est donc grosso modo la planète des secondes chances, que ce soit pour les humains ou les aliens, qui sont d'ailleurs particulièrement nombreux, et ça fait super plaisir à voir,
même si on sent quand même un peu le recyclage des costumes. Et c'est plus ou moins la même chose pour tous les droïdes d'ailleurs. Mais ne boudons pas notre plaisir de revoir autant de choses en lien avec la prélogie. Car c'est ce qu'il y a également de véritablement marquant dans cet épisode, ce sont tous les liens que l'on peut faire avec les épisodes 2 et 3 de Star Wars, que ce soit l'enquête et la course-poursuite dans les rues d'une ville futuriste, éclairée par des néons qui nous offrent d'ailleurs de sublimes couleurs, c'est d'ailleurs un énorme point fort de cet épisode selon moi, et on a aussi, pour sublimer le tout, le caméo du tant attendu Christopher Lloyd, et c'est lui qui nous parle du Comte Dooku. C'est grossièrement un nostalgique de l'ère séparatiste, et une fois encore ça aurait été cool que l'épisode s'attarde un peu là-dessus pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette planète, son passé et son présent, ce qui nous aurait aussi permis d'en savoir plus sur ce personnage interprété par Christopher Lloyd, et comprendre son amour de la cause séparatiste. Bref, là le tout est super rushé pour au final une intrigue qu'on aura tôt fait d'oublier, sans compter que le personnage qui nous fait un résumé de la prélogie et qui se fait interrompre par Bo-Katan de façon très sournoise, je ne sais pas comment on doit le prendre, mais je comprendrais aussi ceux qui pourraient y voir un léger manque de respect pour la prélogie. On pourrait aussi faire des parallèles avec l'Empire contre-attaque, puisque la cité est visuellement tout à fait similaire avec la Cité des Nuages, et je pense plus particulièrement à ce plan d'ouverture de porte qui laisse place à une immense salle à manger, ce qui nous rappelle forcément la scène où Dark Vador accueille les héros. Et par là même, cette planète dispose elle aussi dans ses sous-sols d'ateliers pour les petits Ugnaughts. Au-delà de ça, on pourrait directement sauter à la fin de l'épisode, et à la confrontation entre Bo-Katan et ses anciens partenaires. On comprend que ceux-ci ont conservé le vaisseau de Gideon suite à l'arrestation de ce dernier et que les différents croiseurs que l'on peut voir sont les fruits des différentes razzias menées par Bo-Katan. Celle-ci doit donc retrouver son honneur pour espérer en reprendre le commandement, ce qui passe par un duel avec Axe. Un petit mot d'ailleurs pour dire qu'autant la série peut paraître riche visuellement, mais qu'alors au niveau des figurants c'est malheureusement assez ridicule. De voir autant de vaisseaux avec au grand maximum une vingtaine de Mandaloriens, je trouve ça vraiment dommage et assez ridicule, car je vois clairement pas ce qui les empêche d'en avoir à minima une centaine autour d'eux. C'est Lucasfilm et Disney quand même. Là on a l'impression qu'on doit se limiter à 5 Mando par plan maximum, car sinon ils n'avaient pas assez d'armures différentes. Après, la multiplication des figurants de façon artificielle ou numérique, ça ne me choque pas. La prélogie le faisait aussi, par exemple pour la bataille de Kashyyyk, où il n'y avait en réalité que 4-5 gars costumés et qu'on avait ensuite multiplié par ordinateur. Mais au moins on avait vraiment l'impression d'avoir affaire à tout un tas de gars différents et c'était imposant. Là on a une dizaine de gros vaisseaux qui pourraient en tout transporter des centaines voire des milliers de personnes, et là bah non, on en a que 20. Mais bref, le duel est plutôt cool à suivre, même si on aurait peut-être pu apprécier d'avoir un peu plus de punch dans le combat, là on ne ressent pas toujours l'intensité des coups qui sont portés, et puis l'atmosphère paradisiaque voire utopiste qui les entoure avec ce ciel bien bleu et ce champ bien vert, bon, c'est pas non plus le décor le plus enthousiasmant. Par contre, ce qui va être important ensuite, c'est la passation du sabre noir par Din à Bo-Katan, pour qu'elle puisse asseoir son autorité. Ça tombe là encore un peu comme un cheveu sur la soupe, puisque à ce compte-là, il aurait pu directement lui donner après qu'elle l'ait sauvé. Il y a de ça quelques épisodes. Et là encore, ça fait partie de ces facilités scénaristiques, qu'on accepte ou non, bien sûr, mais ça reste facile. Et je tiens à préciser mon propos. La passation du sabre noir reste logique, via l'explication que nous donne Din Djarin. Mais ce que je trouve dommage et facile, c'est que ça sorte maintenant. On a vraiment l'impression que la série attendait le bon moment pour pouvoir nous amener ça. Sauf que dans la logique, les deux personnages auraient déjà dû aborder le sujet il y a de ça quelques temps. Mais bref, néanmoins, je suis surpris de ce choix, car je m'attendais à minima à une confrontation entre les deux protagonistes, mais non, la transition se fait pacifiquement. Soit. Mais du coup, que va-t-il advenir de Din Djarin ? Je veux dire, il n'est clairement plus le personnage principal de l'histoire. Il est toujours au second plan et c'est Bo-Katan qui a clairement pris le rôle titre, et c'est même d'ailleurs à elle que tous les autres personnages s'adressent en priorité. Il n'est désormais donc plus qu'un simple porte-flingue à la Boba Fett dans l'Empire contre-attaque, le gars efficace qui fait des trucs badass de temps à autre, et encore de moins en moins pour cette saison, et qui parle très peu. C'est donc quand même très étrange comme histoire. Mais bref, maintenant on se doute que Bo-Katan va finir de réunir le reste des Mandaloriens derrière elle, et possiblement faire un passage sur Tatooine pour y récupérer Boba Fett, car il est l'un d'entre eux, qu'elle le veuille ou non. Et tout cela devrait nous permettre d'obtenir une confrontation finale avec le Moff Gideon, qui, je l'imagine, devrait les attendre sur Mandalore, étant donné qu'il est parvenu à s'enfuir. Et pour le bien du scénarium, j'ose croire qu'il attendra les héros pour la bataille finale, au-dessus ou sur Mandalore. J'ai donc un avis, comme vous l'aurez remarqué, assez paradoxal vis-à-vis de cet épisode. Tout n'est pas parfait et certaines choses auraient pu être encore plus développées, mais en soi, j'ai quand même passé un bon moment devant cet épisode à cet instant T. Mais quand je prends un peu de recul et me dis qu'il reste seulement 2 épisodes, ça m'embête d'avoir cette sensation qui devient un peu une habitude avec cette série, de perdre du temps. Car tout va trop vite,
et en même temps, si on ne doit garder que l'essentiel, le tout tiendrait aisément en 2 épisodes. Bref, c'est vraiment étrange. Et c'est donc avec une grande impatience que j'attends de voir vos retours concernant ce nouveau chapitre qui m'a pas mal troublé. Donc maintenant, je vous invite à vous rendre dans l'espace commentaire pour me présenter vos avis, j'ai très hâte de les lire pour prendre un peu la température de la communauté et voir si on peut en tirer un ressenti général. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé, est-ce que vous êtes mitigé? L'espace des commentaires est là pour ça et pareil, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser, je suis là pour y répondre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties et des prochaines vidéos en lien avec la série. Mais sur ce, celle-ci est à présent terminée, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao!